complément qui est activé par les voies de lectine ne s'active pas simplement par les IgA, mais ça peut aussi être activé par des sucres microbiens, par les MBL, c'est-à-dire c'est des produits microbiens. Et ça se voit surtout dans les GNMP infectieuses. Donc, dans les GNMP infectieuses, il y a une activation du complément par les voies des lectines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une immunoglobuline. Il y a des dépôts de C3 isolés. Donc, je vous ai dit que la partie GNMP type 1 à dépôt isolé de C3 et GNMP type 3 à dépôt isolé de C3 n'étaient pas pure, qu'il fallait encore affiner pour trouver la pépite d'or. Donc, la partie qu'il faut enlever des GNMP primitifs à altération de la voie alterne du complément, c'est cette partie-là. C'est des GNMP type 1 ou GNMP type 3 à dépôt isolé de C3, mais à l'immunofluorescence, il y a une positivité de C4D. Ça veut dire qu'il y a une activation du complément par la voie des lectines suite à des glomérulonéphrites infectieuses, et c'est pour ça que le C4D est positif et le C1Q est négatif. Mais ce n'est pas une altération de la voie alterne du complément. Cela, il faudra les éliminer de les GNMP primitifs. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une partie des glomérulonéphrites à dépôt de C3, que ce soit GNMP type 1 ou GNMP type 3, et la fameuse maladie, la gentille maladie, enfin gentille parce qu'elle est facile à détecter, mais elle n'est pas si gentille que ça, la maladie à dépôt dense. Donc ceux-là sont les glomérulopathies à dépôt de C3 par anomalie de la voie alterne du complément, c'est les GNMP dites primitives. Et pour pouvoir les diagnostiquer, il faut absolument avoir un C1Q négatif, c'est-à-dire pas de voie classique. Et le C4D négatif, ça veut dire pas de voie des lectines, que c'est une anomalie propre de la voie alterne de l'activation du complément. Parce que la voie alterne de l'activation du complément ne fait ni intervenir le C1 ni le C4. Donc, si c'est négatif, c'est bon, on est dans la GNMP primitive par anomalie du complément. Vous avez vu qu'il fallait vraiment beaucoup de choses pour arriver à ce diagnostic, pour arriver à cette pépite d'or. Donc, pour comprendre cette entité, donc, on est dans les GNMP primitifs, la physiopathologie de la GNMP primitive, puisque les GNMP secondaires sont dus à une activation du complément par voie classique ou par voie des lectines. C'est des dépôts de complexes humains dans les GNMP à dépôt de complexes humains, ou bien c'est une anomalie de l'activation du C3 par les voies des lectines secondaires ou glomérulopathie dues aux infections secondaires ou les glomérulonéphrites attribuées aux infections. C'est comme ça que ça se dit maintenant. Parlons de la GNMP primitive, cette fameuse GNMP à dépôt de C3 isolé, qu'on appelle maintenant les glomérulopathies à dépôt de C3, où le C1Q est négatif ou le C4D est négatif. Là, on est sûr que c'est dans la primitive. Un peu de rappel par rapport à la voie alterne. Vous savez qu'il y a le C3. Il va être activé par les microbes, par certaines protéines de la membrane bactérienne, c'est-à-dire la voie alterne, et va se transformer en C3b. Puis le facteur B va se lier au C3b, ça va nous donner le C3b bébé, bébé. Et cette C3b grand B petit b, c'est la C3 convertase alterne, c'est elle qui va encore amplifier l'activation du C3. Donc c'est une boucle d'activation, c'est la C3 convertase. Et cette C3 convertase, en augmentant l'activation du C3, elle va se convertir vers le C3b grand B, C3b, c'est la C5 convertase. Et la C5 convertase va priver le C5 en C5bb
Ce C5b va capter le C6, le C7, le C8 et le C9 pour former le complexe phytique, le MAC. Cette voie d'activation du complément alterne, elle est bien sûr régulée parce que si on commence à activer le complément devant tout microbe, on ne va pas en finir. Vous savez qu'on est colonisé par des microbiotes. Donc, il y a le facteur H. Ce facteur H est activé lorsqu'il y a une augmentation de la C3 convertase alterne. Ce facteur H va se fixer à son récepteur. Il y a plusieurs récepteurs de 1 à 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Il va produire ou activer la production du facteur I. Le facteur I, pour fonctionner, il a besoin de cofacteurs dans le MCP. Ce facteur I va cliver le C3b en C3bi. Ce C3bi est inactif, bien sûr. C'est comme ça qu'on arrête la cascade d'activation de la voie alterne. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une GNMP ou une glomérulopathie à dépôt de C3? On a une perturbation de cette voie d'activation alterne dans la voie plutôt, dans la partie plutôt accélération. C'est-à-dire que ça va être une activation non freinée de cette voie alterne. Donc, il y a des mutations génétiques. La plus fréquente, c'est la mutation du facteur H. Vous imaginez une mutation inactivatrice du facteur H. Il y a aussi d'autres mutations, dont la mutation du facteur B, la mutation de C3, la mutation du facteur I et la mutation de MCP. Le MCP, c'est le CD45. Hein. C'est les mêmes mutations qu'on trouve au niveau de CHU. Mais les mutations sont différentes. La localisation de la mutation est différente. C'est pas la même maladie. C'est pas comme Berger et purpura rhumatoïde. La glomérulonéphrite membranoproliférative ou les glomérulopathies à dépôt de C3, comme le CHU, sont des maladies secondaires à des mutations de facteurs H, facteur I et MCP, mais les mutations sont différentes. C'est pas du tout la même pathologie, d'accord? Donc, il y a une particularité, c'est la mutation du récepteur du facteur H, plus particulièrement du récepteur 5, où avec les recherches génétiques, ils ont trouvé une zone endémique de cette mutation, c'est l'île de Chypre. Pratiquement 1 sur 6000 habitants présentent cette mutation, donc c'est vraiment très fréquent, cette pathologie dans l'île de Chypre. Et ces mutations vont entraîner l'activation accélérée de cette voie alterne du complément. Il y a aussi, à côté des mutations génétiques, il y a la production d'auto-anticorps. Les patients vont produire des auto-anticorps. Le plus fréquent, c'est le C3-9. Alors, cet auto-anticorps va se fixer à la C3 convertase alterne, le C3b, grand B, B. Donc, il va se fixer et il va la stabiliser. En la stabilisant, ça va entraîner c'est-à-dire qu'elle ne va pas être clivée par le facteur H. Et ça va entraîner une amplification de l'activation du C3 et une accélération de cette voie alterne. La deuxième mutation qu'on peut trouver, c'est la mutation, la présence d'auto-anticorps, le C5-9. Ça a été récemment détecté. C'est un auto-anticorps qui va se fixer à la C5 convertase alterne et il va la stabiliser. Mais pour qu'il soit délétère, on doit avoir absolument la properdine. La properdine est une molécule normalement présente dans l'organisme, hein, et c'est la seule protéine qui active naturellement, c'est la voie d'activation naturelle de la C5 convertase. Donc, si elle n'est pas mutée, si la properdine existe, c'est le C5-9, cet auto-anticorps est produit, on va avoir une accélération de la voie alterne. L'auto-anticorps le premier, c'est le C5-9. Le deuxième, c'est le facteur H. Le C5-9, ça a été découvert récemment. C'est pas exactement
l'ampleur, c'est-à-dire la fréquence de sa production. Et le facteur H, bien sûr, c'est un auto-anticorps qui va l'inhiber. Donc, il ne va pas faire son travail. Et il y a des très rares observations où il y a des auto-anticorps anti-facteur B et des auto-anticorps anti-C3. Donc, les plus fréquents, c'est le C3-9.